La frontière brûlante entre l'Arizona et le Mexique avait toujours été un champ de bataille entre la loi et l'anarchie. Mais par un matin étouffant d'août à Sierra Blanca, cette ligne allait disparaître pour de bon. On trouva son insigne dans la poussière. L'agent de patrouille frontalière, Julien Marek, présumé capturé par un groupe inconnu. La police locale parla de tragédie. Les médias d'escalade. Le groupe lui-même parla d'un message. Tous avaient tort. Car ce que personne ne savait, ce que personne n'aurait pu deviner, c'est que derrière cet insigne se cachait un passé que cette tentative d'enlèvement allait transformer en leur condamnation. Julien Marek n'était pas un simple agent. Il avait autrefois porté fièrement l'insigne des forces spéciales. Et maintenant, au cœur d'un territoire gangrené, non pas par un cartel étranger, mais par une division corrompue de la police elle-même, un jeu mortel de chasseurs et de proies allait commencer. Mais les chasseurs allaient vite comprendre qu'ils n'étaient plus aux commandes, car ils venaient de déclarer la guerre à un homme qui tuait pour vivre. 48 heures plus tôt, Julien ajustait ses lunettes de soleil contre la lumière crue de l'Arizona, scrutant l'horizon avec précision. Pour les automobilistes passant le poste frontalier 17 à l'extérieur de Sierra Blanca, il semblait être un agent comme les autres. Mais aucun d'eux ne voyait la façon dont il observait chaque véhicule, chaque reflet, chaque trace de pneu dans la poussière. Aucun ne remarquait les branches brisées, les motifs dans la terre déplacés trop symétriquement. « Une matinée calme », dit son partenaire, Mathieu Renaud, en sirotant un café tiède. « Trop calme », répondit Julien sans détourner les yeux. « Tu regardes trop de films », rigola Mathieu. Mais Julien avait repéré 3 nouveaux postes d'observation dans les collines cette semaine. Quelqu'un se rapprochait. Quelqu'un testait leur réaction. La radio grésilla. Poste 17, attention, activité suspecte dans le secteur Delta. Plusieurs véhicules hors piste. Reçu, répondit Julien. On va vérifier. Je prends le volant, dit Mathieu. Non, cette fois, j'y vais seul. Quelque chose cloche. Reste ici, couvre le poste. Il n'ajouta pas qu'il suivait les mouvements de ces hommes depuis des jours. Ce signalement tombait trop bien. Trop organisé. Le véhicule, patrouille, s'éloigna dans un nuage de poussière. Dans son rétroviseur, Julien aperçut un SUV sombre se glisser sur la route derrière lui. Trop de distance pour être naturel. Il le suivait. Maladroit. Il avait été suivi dans 7 pays, par bien mieux que ça. D'autres SUV rejoignirent la file. Coordination claire, déguisée en hasard. Marek prit sa radio. Conditions dégradées dans le secteur Delta. Possible perte de contact. Il laissa un faux grésillement, comme si la communication était compromise. Puis il se gara dans une gorge étroite, faisant semblant de vérifier un panneau de contrôle. Les véhicules derrière s'arrêtèrent à distance. Dans le miroir, il compta 8 hommes en train de prendre position dans les rochers. Bien entraînés, mais arrogants. Ils ne venaient pas pour intercepter des contrebandiers. Ils venaient pour lui. Son téléphone vibra. Message de Mathieu. Renfort à 15 minutes. Grégory fulmine. Julien sourit. Parfait. Il n'aurait pas besoin de tant de temps. La première balle creva son pneu arrière. La seconde visa son moteur. Professionnel. Il le voulait vivant. Première erreur. Lâchez vos armes, agent Marek, cria une voix. Julien reconnut l'homme. Lieutenant Pascal Navarro, un vétéran décoré, officiellement. Officieusement, le chef d'un groupe d'intervention agissant dans l'ombre. Matériel tactique dernier cri. Trop cher pour être net. C'était lui, le vrai danger. Dernière chance, Marek. Rends-toi et ça peut rester propre. Julien leva les mains lentement. Ne tirez pas. Je sors. Il ouvrit la porte, exagérant ses mouvements, jouant le jeu. Il devait croire qu'il contrôlait la situation. Ils ignoraient qu'ils étaient les proies. Ses bottes crissèrent sur le gravier alors qu'il s'éloignait du véhicule, posture soumise, regard calculateur. Navarro approcha, flanqué de 2 hommes au regard aussi dur que la roche des montagnes qui les entourait. L'un d'eux, un type trapu aux cheveux noirs plaqués par la sueur, s'avança pour fouiller Julien. Il posa une main ferme sur l'arme qu'il portait à la hanche, prêt à tirer au moindre faux mouvement. L'autre, plus jeune, ricana en espagnol. « On le veut entier, celui-là. » Julien ne réagit pas. Il laissa son pistolet être confisqué sans un mot. Ses yeux analysaient, silencieux. Il nota la raideur dans l'épaule droite du soldat, le poids de sa démarche, la position prudente du pied gauche. Ancien militaire, probablement blessé.
mais pas un professionnel aguerri, un vétéran recyclé et rouillé. Pas d'arme de secours, demanda Navarro en contournant lentement Julien, comme un vautour flairant une carcasse. Julien inspira légèrement, puis répondit, la voix tremblante, les yeux fuyants. Coupe budgétaire. Que voulez-vous? L'État ne fournit plus ce qu'il promet. Laissez-les entendre la peur. Laissez-les voir ce qu'ils veulent voir. Ils ne respectent que la soumission apparente. Navarro tourna encore, son ombre projetée sur le sable comme une menace sinistre. Depuis 3 semaines, tu interceptes nos chargements, tu interroges nos hommes, tu sabotes nos routes. Très impressionnant pour un bleu. Je fais juste mon travail. Navarro s'approcha brusquement et agrippa la gorge de Julien d'une main calleuse. Julien aurait pu briser ce poignet en une fraction de seconde. Il en avait vu d'autres. Mais il laissa transparaître une panique feinte, légèrement accentuée par un souffle raccourci. « Ton travail, gronda Navarro en resserrant sa prise, c'est de détourner le regard. Pas de jouer les héros. Tu devais obéir. Et maintenant ?» Il se pencha, ses yeux sombres fixés dans ceux de Julien. « Tu vas nous aider à passer un message. » Un clic sec derrière lui. Une pression glacée contre son dos. Le canon d'un fusil d'assaut, lentement ajusté. Marek resta immobile. Son rythme cardiaque ne varia pas. Il comptait les secondes. Il sentait le souffle du garde derrière lui, irritable, impatient. L'homme ajusta sa prise. Une légère ouverture. Juste assez. D'un mouvement rapide et précis, Julien frappa du talon le genou du soldat, le pliant dans un cri étranglé. Il se retourna, coude en plein dans la gorge. Le fusil bascula. Julien l'attrapa au vol, inversa la prise et se mit en joue. Navarro leva son arme, surpris. Trop tard. Une balle, plein torse. Un bruit sec, un souffle coupé. Navarro chancela, incrédule. Il regarda ses mains, rouges, poisseuses. Ses hommes hurlèrent. Julien plongea derrière un SUV, les balles fendant l'air autour de lui. Le chaos s'éclata dans une rafale de bruit et de feu. Un homme tomba, puis un autre. Julien comptait. Ne pas perdre la cadence. 7 restants. Un tenta de le contourner sur la droite. Julien pivota, tira sans hésitation. Impact. Il s'écroula. 5. Il changea de position, rampa jusqu'à l'ombre du véhicule. Le SUV offrait un abri momentané, mais pas pour longtemps. Il fallait terminer avant que leur renfort n'arrive. Il jeta un œil rapide vers le véhicule arrière. Quelque chose clochait. Le coffre était trop bas pour transporter des drogues, des explosifs. Nouvelle stratégie. Il se glissa à l'arrière du fourgon, força l'ouverture. Des caisses de C4 soigneusement empaquetées, prêtes à être livrées, avec des détonateurs militaires. Il préparait quelque chose de grand. Pas le temps de deviner quoi, juste de s'en servir. Il prit un bloc, un détonateur arraché au cadavre à ses pieds, et colla la charge contre le réservoir de carburant du SUV. Une bouffée de sueur glissa entre ses omoplates. Il se remit en position, fusil en main, doigt sur la détente. Navarro était toujours vivant, à genoux, respirant difficilement. « Tu ne sais pas ce que tu fais, murmura-t-il, la voix étranglée. Julien esquissa un sourire, froid, précis. « Si, justement. » Il pressa le bouton. L'explosion fut un rugissement. Une boule de feu déchira la nuit, secouant la vallée entière. Le souffle projeta les corps, fit trembler les pins, noya les cris. Julien, lui, fonça dans la fumée, silhouette furtive, méthodique. 1, 2, 3. Silence. Quand la poussière retomba, il ne restait que des carcasses tordues, du métal fondu, des cris d'agonie perdus dans le silence. Une odeur âcre de caoutchouc brûlé et de trahison flottait dans l'air. Julien Marek, debout, intact, observa les ruines. Le fantôme avait frappé. Encore. Mais il n'était pas parti. Pas encore. Il entendit des pas précipités. Les renforts. Julien se glissa entre les arbres, longea la crête et s'arrêta à hauteur d'un petit promontoire. De là, il pouvait voir les hommes descendre en courant, paniqués, armes levées. Ils s'agitaient autour des débris, criant des ordres inutiles. Il sortit son téléphone sécurisé, ouvrit une application et activa une dernière charge. Pas pour tuer, pour montrer. Une explosion contrôlée, symbolique, souffla un pan du flanc ouest. Une gerbe de flammes. Un message. Un nom. Gravé dans le sable noirci par les flammes. Quand l'hélicoptère des autorités se posa 2 heures plus tard, ils trouvèrent ce nom inscrit à même la terre calcinée. Aucun corps identifiable, aucun prisonnier, aucun survivant. Julien, lui, marchait déjà loin, son visage dissimulé sous une capuche, son regard dirigé vers le nord. Là où une autre opération l'attendait, là où les ombres l'appelaient, car il n'avait pas capturé un agent.
Ils avaient réveillé une tempête. Et cette tempête portait un nom.